Ces deux jeux dont nous allons parler aujourd'hui, d'un jeu de course avec une campagne qui débute le 2 octobre sur Kickstarter. On va en parler avec l'auteur de ce Hollywood Death Race proposé par Mangrove Game. Et l'auteur n'est autre que Phil Viscaro. Bonjour Phil. Salut. Alors avant de parler de ce jeu Hollywood Death Race, tout est dans le titre, hein. On va proposer une course dans un monde un peu pop, geek, enfin il y a vraiment plein de clins d'œil. Avant on va s'intéresser à votre parcours. En préparant cette interview, vous me disiez que votre métier c'est d'écrire dans différents domaines en fait. Vous pouvez me préciser un peu ce que vous faites dans la vie ? Oui, bien sûr. Donc en fait, au départ, je suis auteur et traducteur indépendant. Ça fait maintenant de nombreuses années que c'est mon activité principale, voire ma seule activité. Écoute, j'écris pour des magazines, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit pour des jeux vidéo. J'ai fait pas mal de choses en fait. J'ai travaillé dans différents domaines comme ça. J'ai fait du webcomic. Toujours avec une sorte de point commun, c'était un amour prononcé pour la pop culture, et notamment la pop culture des années 80. C'est vous qui êtes derrière la fameuse page Skeletor ? C'est ça. Je sais pas si elle est fameuse, mais ouais, c'est sur mon ancien site en fait, phil-my-geek, phil-my-geek.com, où on peut retrouver des webcomics, dont les aventures de Skeletor, qui sont en gros des aventures un peu délirantes sur ce qui se serait passé pour Skeletor après la fin de la série des Maîtres de l'Univers. Voilà, c'est un univers un peu débile. Une sorte de roman photo en fait à base de jouets. C'est ça, exactement. Et comment est né ce goût pour la culture pop ? On imagine qu'il y a la littérature, peut-être des comics derrière tout ça ? Ouais, j'ai grandi devant la télé, devant pas mal de programmes un peu alternatifs. J'ai je sais pas si c'est la chance, mais je vais le dire quand même, j'ai eu la chance d'avoir accès à des chaînes américaines, assez jeunes, donc de m'ouvrir à un univers assez ouf. Et puis oui, voilà, des comics, j'ai plongé dedans petit, puis après il y a eu les mangas quand c'est arrivé en France. Tout ça, le cinéma, j'ai toujours aimé ça depuis tout petit. Mon grand-père m'emmenait souvent au cinéma, donc j'ai eu un accès à la pop culture assez jeune et assez libéré en fait. Donc ça m'a passionné depuis tout petit. Et vous avez voulu marquer ce goût de la pop culture avec plein de clins d'œil dans ce jeu Hollywood Death Race. On va en parler dans quelques instants. Vous parliez de traducteur, c'est-à-dire que vous avez travaillé dans le jeu de rôle ou dans la littérature pour la traduction ? J'ai traduit un bouquin sur l'histoire de Marvel, par exemple, Marvel Comics, pour Panini, qui était un bouquin super intéressant d'un mec qui a passé près de 10 ans à faire des recherches sur l'envers du décor, et qui en gros racontait un petit peu comment ça se passait au-delà de ce que les fans pouvaient imaginer, de ce qu'on pouvait voir sur le devant de la scène. Et donc ça c'était très intéressant. Je traduis des BD aussi pour Ankama. Donc voilà, j'ai fait de la traduction de jeux vidéo aussi. Alors là par contre c'est compliqué parce que contractuellement je peux pas dire quel jeu c'était, mais c'est des gros titres de génération actuelle. Voilà, un petit peu pas mal de choses. Et au niveau de l'écriture, ça se résume à quoi ? Au niveau de l'écriture, j'ai notamment sorti un bouquin il y a un an et demi, qui s'appelle Parlez-vous le geek, qu'on a coécrit avec notamment des auteurs qui sont actuellement ou qui étaient au Journal du Geek, qui est une sorte de lexique sur toute cette culture qu'on appelle aujourd'hui la geek culture. Je suis pas très fan de ce terme, parce que je trouve pas ça très correct, mais voilà, où on explique un peu quels sont les films de référence, les séries de référence, les expressions de référence. C'était un bouquin assez sympa à écrire, et je pense assez sympa à lire. Alors on va s'intéresser à un jeu aujourd'hui, Hollywood Death Race. C'est chez Mangrove Game. C'est un jeu qui va faire l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter du 2 au 24 octobre prochain. C'est votre premier jeu ? C'est mon premier sur Kickstarter en tout cas. C'est pas mon premier jeu, j'ai un jeu de quiz qui est sorti l'année dernière chez Mango, qui s'appelle le Grand Quiz du Gaming.
J'en ai un autre qui sort en même temps que la campagne aussi, toujours chez Mango, qui va s'appeler Hashtag, qui est un petit peu une sorte de critique sociale qui se moque un petit peu des gens qui ne vérifient plus les informations aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui ne vivent que pour la popularité à défaut de rechercher la vérité. C'est un party game assez fun et assez libre, voilà, qui arrive à peu près en même temps qu'Hollywood Death Race. Mais sinon, Hollywood Death Race, on peut dire que c'est mon premier gros jeu. Un gros jeu de course automobile. Je vous propose de parler de ce jeu maintenant, en sachant d'abord comment naît ce jeu, combien de temps ça prend pour construire un jeu avec des plateaux, avec des figurines, avec des feuilles de route, on peut dire des feuilles de personnages pour des véhicules. Combien de temps ça prend la création d'un jeu comme celui-ci? Ben, ça dépend parce qu'il y a vraiment plusieurs phases. C'est-à-dire que je ne sais pas si vraiment on peut quantifier le temps passé dans la tête à imaginer ça, parce qu'au final, à quel moment est-ce que j'ai vraiment décidé de le faire? Est-ce que c'est depuis tout petit où j'aimais certains jeux et je me disais oh, j'aimerais bien que ce jeu soit comme ci ou comme ça, ou j'aimerais bien avoir ci ou ça? Ou est-ce que réellement on considère que j'ai commencé à y penser quand j'ai sciemment eu la volonté de faire un jeu? Je sais pas. Ce que je peux vous raconter, c'est qu'au départ, j'avais envie en fait de faire un jeu sur les fous du volant. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette série. J'avais envie de faire un jeu fun là-dessus avec voilà des plateaux modulables pour représenter les différents environnements que les personnages pouvaient traverser dans la série, avec des pièges sur les plateaux. Voilà. J'avais envie de faire une sorte de mélange entre les fous du volant et Mario Kart en jeu de société. Et puis n'étant pas connu, n'ayant pas fait encore n'ayant pas encore en tout cas édité de jeux vidéo, de jeux de société pardon à l'époque, je me suis dit que ça serait un petit peu difficile d'avoir la licence, forcément. Donc je me suis dit, bon ok, je vais partir j'avais commencé à travailler un petit peu des idées de gameplay, j'avais déjà écrit tous les personnages de la série, je leur avais tous donné des pouvoirs correspondant à ce qu'ils faisaient, j'avais différents types de plateaux, enfin, on n'était pas très loin de ce qu'est au final aujourd'hui Hollywood Death Race, si ce n'est que c'était compliqué puisque ça aurait été un jeu à licence. Et là, je me suis dit, laissons tomber la licence et imaginons un univers complètement différent dans lequel je serais beaucoup plus libre, parce qu'au final, c'est aussi intéressant de travailler sans licence parce qu'on peut tout créer soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai eu envie de créer ce jeu. Donc je suis parti sur des thèmes qui moi me parlaient, comme le cinéma, comme les séries télé. Et puis je me suis dit pourquoi pas imaginer des personnages qui ressembleraient ou des véhicules qui ressembleraient à des choses qu'on a connues dans notre enfance quand on est quadra ou quinca, et d'imaginer qu'ils se tirent tous la bourre aujourd'hui ensemble, les uns contre les autres, à grands coups de missiles et de crasses diverses et variées. Voilà. Avec des véhicules qui passent par SOS Fantôme, l'agence Touriste ou encore Retour vers le futur. Voilà, alors c'est pas eux, évidemment, c'est des véhicules qui pourraient y ressembler ou qui peuvent y faire penser, bien sûr. Mais j'insiste sur le fait que là, il n'y a aucune licence. On est sur un jeu qui est volontairement fun, donc parodique. Donc c'est plus de la caricature qu'une recherche fidèle de reproduire chaque univers. Mais effectivement, on retrouve un corbillard transformé pour chasser des ghouls cette fois. On a une espèce de voiture qui peut voyager dans le temps. On a un enfant sur un vélo qui vole avec un petit extraterrestre sur le porte-fruits à l'avant. Ce genre de choses. Un camion qui se transforme en robot. Enfin, voilà, on est très référencé niveau pop culture. C'est totalement assumé. L'idée, c'était d'imaginer une sorte de bac à sable dans lequel tout ce qu'on a pu kiffer dans notre enfance soit plus ou moins présent, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça a été un réel problème justement sur le visuel, trouver des choses qui fassent penser justement à cette pop culture sans avoir de soucis justement avec les licences, parce que on commence à savoir le genre de soucis qu'on peut avoir quand on touche à des licences sans avoir les droits, par exemple. Moi, je m'étais déjà renseigné pas mal avant d'être contacté par Mangrove. Forcément, puisque je savais que ça risquait d'être un petit peu pointilleux. Donc il existe en France quelque chose qui s'appelle le droit à la parodie, qui fait qu'on peut effectivement utiliser des personnages qui vont ressembler ou qui vont assez facilement nous faire penser à des personnages ou des univers ou des
des thématiques, à partir du moment où c'est pas le point central de ce qu'on fait. Là, dans Hollywood Death Race, par exemple, le point central, c'est la course elle-même. C'est pas tel véhicule. Par exemple, on a un personnage qui s'appelle Catman, qui est un justicier masqué avec une cape habillé en noir et qui roule dans sa Catmobile. Bon, c'est sûr que si on avait, mettons, si j'avais fait un jeu qui s'appellerait Les Aventures de Batman et sa Batmobile, poursuivi par des méchants, bon, ça aurait été compliqué, voire impossible. Là, c'est pas lui, c'est un autre personnage, et c'est surtout, voilà, c'est de la caricature. On verra ce que ça donnera par rapport aux États-Unis, parce que je sais qu'ils sont toujours un petit peu plus pointilleux sur ce genre de choses. Mais réellement, je pense qu'on peut être rassuré quand on voit le jeu tourner. C'est vraiment plus de l'hommage et c'est fait pour faire sourire et marrer les joueurs, plus que pour combler un pseudo manque d'originalité qu'il y aurait pu y avoir. Voilà. Alors on le rappelle, c'est un jeu de course, hein, c'est la course qui est importante, les personnages sont là pour ajouter du fun, vous êtes en train de nous le dire. Et j'imagine qu'avec l'illustrateur, la personne qui s'occupe de tout ce qui est allure du jeu, il y a un vrai travail de recherche pour essayer de trouver des illustrations qui collent au jeu, qui soient des caricatures et qui soient fun. Alors en fait oui, alors j'ai 2 illustrateurs qui travaillent sur le jeu, donc Franck Barré et Antonio Vizcaino. L'un s'occupe de tout ce qui est véhicule, personnage et les pions comme le T-Rex ou les zombies qu'on peut avoir dans le jeu, et l'autre s'occupe de tous les décors. La première chose que j'ai vue avec eux quand on a commencé à travailler ensemble, c'était de définir l'univers graphique que je voulais. J'avais envie de rester pour rester proche de mon projet initial des Fous du Volant, je voulais qu'on fasse quelque chose qui ressemble à du Hanna-Barbera des années 60-70. Un petit peu Captain Caverne, Scooby-Doo, les Fous du Volant, ce genre de trait un petit peu rigolo, enfin qui faisait très dessin animé. Donc je suis très content parce que les 2 illustrateurs ont parfaitement compris. Dès le début, on s'entendait parfaitement. C'est-à-dire que quand je leur soumettais une idée, n'étant pas moi-même illustrateur, je leur faisais quelques croquis ou je leur envoyais quelques idées en texte. Le rendu qu'ils me faisaient, c'était exactement ce que j'avais imaginé et c'était bien au-delà de ce que moi j'aurais pu produire. Donc oui, il y a eu une recherche. Après, pour tout ce qui est les détails, je leur laisse une liberté créative quasi totale en fait. C'est-à-dire que quand je dis à un tel, voilà, il me faudrait un personnage, il me faudrait Barracuda par exemple. Je vais pas lui dire combien je veux qu'il ait de chaînes autour du cou ou comment je veux qu'il soit habillé ou est-ce que je veux qu'il ait un écart entre les dents ou pas, quoi. Je lui dis juste ça et c'est son univers créatif qui entre en jeu à ce moment-là. Pareil pour les décors. Pour les décors, je vais par exemple dire là, ce décor-là, ça va être un centre commercial. Moi, je vais lui faire un croquis où je vais mettre des boutiques génériques et ce qui va être important pour moi, c'est de placer par contre les éléments de gameplay sur le croquis que je lui fais. Et après, c'est lui qui va gérer ses propres boutiques, les noms des boutiques qu'il va donner ou les affiches de films quand on passe devant le cinéma, ce genre de choses. C'est vraiment un travail qu'on a fait tous ensemble et où on a pu mélanger nos différentes références. Alors ça donne un jeu vraiment tourné vers la pop culture, on le rappelle, ce sont des caricatures. Le but du jeu, c'est de faire une course, c'est ce que vous nous proposez, un jeu de 2 à 6 joueurs dans un monde où les décors s'enchaînent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plateaux qui sont proposés, que l'on va pouvoir moduler à sa propre convenance, et chaque plateau va être un décor et donc une façon de jouer différemment. C'est ça, exactement. En gros, j'avais vraiment envie d'avoir un plateau complètement modulable grâce auquel on peut multiplier les parties et assurer une rejouabilité assez importante. Là, on va avoir des plateaux doubles et des plateaux simples par la taille, j'entends, ainsi que des virages. Donc, on a vraiment la possibilité de construire son plateau comme on veut. On a un point de départ, un point d'arrivée. Pour gagner, il faut que les 2 véhicules de son équipe franchissent la ligne d'arrivée. À partir de là, on va franchir des plateaux qui sont à chaque fois inspirés d'un film ou d'une série. En gros, ça se passe dans un studio hollywoodien désert dans lequel on franchit plateau de film après plateau de film avec, comme vous le disiez, chaque fois un gameplay différent. On a par exemple un plateau qui s'appelle Jurassic Land, dans lequel on traverse une sorte de parc où il faut éviter de faire du bruit parce que si on fait du bruit, on attire un T-Rex qui va venir, qui va défoncer notre véhicule.
puis chercher d'autres véhicules à proximité, les défoncer aussi, etc. Et un autre plateau dont je parlais tout à l'heure, par exemple, avec des zombies dans un centre commercial, où des zombies s'approchent progressivement à chaque tour des joueurs les plus proches, etc. Voilà. Chaque plateau est vraiment différent, on n'est pas obligé de mettre tous les plateaux, on peut du coup adapter le temps de jeu au nombre de plateaux qu'on va mettre. Si on veut jouer qu'une demi-heure, on met moins de plateaux. Si on veut jouer 3 heures avec des potes, faire une course de folie, on peut mettre plus de plateaux, etc. Et puis on peut jouer de 2 à 6 joueurs, on peut jouer l'un contre l'autre, on peut jouer en équipe. Ça c'est pareil, c'est apprécié des joueurs, les jeux auxquels on peut avoir une grande amplitude de nombre de joueurs. Alors oui, ça c'était une des priorités quand j'ai commencé à développer le jeu. Principalement parce que je joue souvent avec des potes et on a constaté que la majorité des jeux qu'on avait autour de nous, c'est des jeux soit qui se jouaient qu'à 4 maximum, soit qui proposaient un 5e ou un 6e joueur, mais où parfois, au final, c'était pas vraiment adapté au nombre de joueurs. Ça rallongeait vraiment le temps d'attente entre les tours, c'était pas forcément optimisé, et enfin voilà, j'avais pas du tout envie de faire ça. J'avais envie d'un jeu où si on mettait sur la boîte de 2 à 6 joueurs, c'est que ça tournait aussi bien à 2 qu'à 6. Du coup, il y a eu pas mal de réglages, pas mal de tests à faire. Évidemment, il y a du coup des petites spécificités selon le nombre de joueurs pour adapter. Mais effectivement, je suis assez content de voir qu'à 6, il tourne très bien. On joue en équipe. Donc 3 équipes de 2 et la stratégie est un petit peu différente. Du coup, ça pousse à s'attendre et à s'entraider plutôt qu'il y en ait un qui fonce pendant que l'autre se fait martyriser derrière. Donc c'est intéressant et les tours du coup sont très rapides. Ça c'était quelque chose d'important pour moi. Là en moyenne un tour de joueur c'est entre 15 et 30 secondes. Donc même à 6 on n'attend jamais vraiment beaucoup. Et donc on se retrouve avec des fiches de véhicules, avec un nom, des classes, des points de vie, un réservoir à SFX, j'imagine à effets spéciaux. Il y a également ce fameux produit qu'on recherche à tout prix, l'Effixium. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu tout le gameplay qu'on retrouve? Parce que c'est une course, mais il va y avoir des objets à récupérer, des objets que l'on peut garder, d'autres à jouer tout de suite. C'est ça, c'est une course, enfin ça c'est le moteur principal du jeu, puisqu'effectivement il faut arriver à franchir la ligne d'arrivée avec ses personnages pour l'emporter. Mais voilà, ça va pas être une simple course, c'est-à-dire que les personnages sont tous différents. Ils ont tous des attaques ou des défenses ou des techniques différentes, les fameux SFX. Donc certains sont plutôt n'ont pas d'attaque à proprement parler dans le sens où ils n'ont rien qui vont faire perdre de la vie directement à un autre joueur, mais peuvent comme la Dream Lorraine par exemple retourner dans le temps ou voir dans le futur avec un petit élément de gameplay assez sympa. Il y a le gamin avec son extraterrestre sur son vélo, lui n'attaque pas les autres, forcément un enfant en vélo. Par contre, il peut voler, il peut guérir les autres en échange de cubes d'Effixium. Donc les Effixium, comme vous le disiez, c'est un petit peu la ressource après laquelle on va courir dans le jeu, puisque c'est ce qui permet d'activer les super pouvoirs de chaque véhicule. Et on a des véhicules un peu plus bourrins, forcément, qui eux vont, comme Gina et Suzanne, qui sont deux nanas dans une voiture qui font un road trip ensemble et qui ont la particularité de ne jamais rater leur saut. Ce qui peut être important parce qu'il y a des endroits où il faut prendre des sauts, lancer un dé où ça peut être un peu risqué. Elles sont un tout petit peu nerveuses, donc quand on s'approche elles peuvent vous tirer dessus. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses différentes. On se déplace pas en lançant un dé. J'avais surtout pas envie de ça. Quelle horreur de lancer un dé pour se déplacer. Il suffit qu'on n'ait pas de chance, 3 tours de suite, on fait 1 ou 2 et en face on a un joueur qui enchaîne les 5 et ça y est, c'est fini quoi. Donc là j'ai donné des capacités de déplacement à chaque véhicule entre 4 et 5. Et on peut se déplacer du coup jusqu'à un maximum de par exemple 5 cases. À nous de voir si on veut aller au bout, si on veut s'arrêter avant pour tenter de ramasser des caisses, activer des éléments de plateau, ou aller attaquer un ennemi, le pousser dans un ravin, des choses comme ça. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Il y a beaucoup de choses, mais au final, ça s'intègre assez facilement et c'est fluide. En partie, c'est fluide, c'est logique. Donc au final, en 2 tours, on a compris quoi.
Un jeu que vous faites tester depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, dans différents salons. C'est important le retour des gens qui essayent les jeux. Du coup, avec tous ces éléments de pop culture, vous apercevez que vous touchez une très grande partie je veux dire, générationnelle des joueurs. Ah ouais, j'avais pas idée en fait. Au départ, j'ai vraiment développé cet univers parce que c'est un univers qui me plaisait à moi et qui je savais plairait à mes potes et j'étais vraiment parti là-dessus. Enfin, j'étais pas du tout, j'étais pas vraiment dans le jeu de société avant de m'y mettre. Pour développer Hollywood Death Race, j'ai même recommencé à jouer un peu avec les jeux modernes au même moment en fait. Donc j'avais surtout envie de faire un truc qui me plairait à moi. J'avais pas. Alors oui, bien sûr, je vais pas faire l'innocent. Je sais très bien que cette nostalgie des années 80, des séries télé de l'époque, des films avec des montagnes de muscles qui attaquent 250 ennemis sans se prendre une seule balle, ça fait toujours rêver aujourd'hui. Mais moi, c'était vraiment pour le côté fun en fait. J'avais envie. Enfin, je ne conçois pas moi le monde sans ces références culturelles comme ça. C'est-à-dire que je suis comme ça tous les jours en fait. Je vois le monde à travers un prisme déformé par le fait d'avoir vécu dans les années 80 et d'avoir grandi dans les années 80. Forcément oui, je vois un camion dans la rue, je m'attends à ce qu'il se transforme en robot quoi. Je vois un camion Caterpillar de travaux, je m'attends à ce qu'effectivement il rejoigne ses copains et qu'il se transforme en robot géant. Enfin, c'est comme ça quoi. Je sais pas si c'est un cas psychiatrique, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'imaginer un tel jeu. Et effectivement, je me rends compte durant les festivals de l'engouement. Je vois des gens qui sont autour de la table en train de jouer, qui se marrent, qui repèrent un petit détail dans le plateau, ça leur rappelle un truc, ça les fait rigoler, ou en lisant les fiches des véhicules, ils se rendent compte que il y a eu une réflexion derrière, c'est-à-dire que ça colle au personnage à qui c'est censé ressembler. Ça marche bien quoi, c'est cool. Et je me rends compte que même des gens là sur le dernier festival qu'on a fait à Bruxelles, des gens qui ne jouaient pas forcément, qui s'arrêtaient autour de la table et qui regardaient, ils avaient tous la banane. Ça fait pour un auteur, ça fait super plaisir de voir que son jeu plaît comme ça quoi, que l'univers fonctionne en fait. Est-ce que vous avez pensé, en proposant ce jeu, qu'il pouvait servir aussi de passage de témoin entre les générations, c'est-à-dire que des gens qui ont connu la série Shérif Fais-moi peur, et je parle pas du film qui a été refait dans les années 90 ou 2000, je parle de la vraie série des années 70-80, des gens qui ont connu cette série-là seraient contents de proposer un jeu comme celui-ci à leurs enfants en fait, et qui aurait comme ça un passage de témoin de cette culture pop. Alors je l'ai pas fait pour ça du tout, c'est-à-dire que j'y ai pas nécessairement pensé à l'époque, peut-être parce que j'ai pas d'enfant et que du coup je suis pas dans cette optique de passage de flambeau, mais au final c'est hyper pertinent comme commentaire parce que j'ai eu pas mal de gens qui ont joué en famille à Bruxelles là par exemple notamment. Je reparle de Bruxelles parce que c'est là où on a vraiment la version la plus proche de la version finale du jeu, et il y a effectivement beaucoup de moments où des papas jouaient avec leurs enfants. L'enfant se marrait lui parce que le gameplay du jeu reste fun et agréable et qu'il n'y a pas besoin d'avoir, c'est pas une nécessité de connaître toutes les références pour pouvoir s'amuser. Mais voilà, l'enfant se marrait d'un côté, le père se marrait pour d'autres raisons parce que et effectivement il y a eu des moments où le père expliquait alors ça, tu vois, ça c'est inspiré d'une série dans les années 80 où pour reprendre Shérif Fais-moi peur, voilà, où il y avait une famille, ils se faisaient toujours courser par un shérif et par des policiers et ils sautaient par-dessus. Et donc le père en fait en gros explique la logique du gameplay de tel plateau, parce qu'on a justement un plateau inspiré de ça. Le père va expliquer la logique de tel plateau à son enfant par rapport aux références qui viennent de là. Donc ça fait super plaisir de voir qu'au final les gens comprennent les références et ont envie de les transmettre. Du coup, si Hollywood Death Race peut être un vecteur de transmission, je suis super content, quoi. Alors je le rappelle, ce jeu va être proposé sur Kickstarter à partir du 2 octobre. Comment ça s'est passé le démarchage d'une maison d'édition? Est-ce que c'est vous qui avez cherché ou est-ce que vous avez été contacté par Mangrove qui a flashé sur votre jeu? Pour Hollywood Death Race, c'est Mangrove qui m'a contacté. En fait, j'avais un petit peu montré quelques images du jeu sur les réseaux sociaux.
et histoire de partager un petit peu, puis aussi tâter le terrain, de voir si ça pouvait un petit peu intéresser des gens, etc. Et, et c'est comme ça que Mangrove a eu vent du projet, m'a contacté. On a assez rapidement, tout de suite en fait, on a eu un bon feeling réciproque, je pense. J'ai compris tout de suite qu'il avait bien capté ce que je voulais faire en fait, et que il y avait une compréhension de l'univers dans lequel se déroulait le jeu. Et pour moi, c'était très important. J'avais pas envie d'aller avec un éditeur qui me dirait ouais d'accord, mais alors on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. J'avais pas envie de dénaturer mon jeu. Je sais que parfois ça peut arriver. Pour d'autres jeux que j'ai, ça ne me dérangerait pas nécessairement de changer le thème, mais là il y avait deux choses qui étaient évidentes et obligatoires pour moi. C'était que d'une, le thème restait le même. Il fallait que le jeu reste comme ça, quoi, délirant, hyper référencé, pop culture à fond. Et la deuxième chose, c'était que si un éditeur était intéressé par le jeu et qu'il me signait, il signait aussi mes illustrateurs. Donc ça, c'était très important pour moi. Ça a été validé sans aucun problème par Mangrove, qui a bien compris que les illustrations faisaient partie de l'univers du jeu et de sa réussite. On peut souligner aussi le travail de l'éditeur et citer Julien Charbonnier qui est derrière Mangrove, qui a un sacré coup d'œil pour tout ce qui est jeu et référence. Ah oui, clairement. En plus, je connaissais déjà du coup Mangrove avant. J'avais essayé déjà ces jeux précédents. Parce que j'écris des chroniques de jeux de société pour le journal du geek, sur lequel j'ai une rubrique qui s'appelle On joue à des jeux de société. Donc je chronique régulièrement des jeux. J'avais été amené à chroniquer déjà des titres de Mangrove avant, donc je savais ce qu'il faisait. J'avais suivi un petit peu ses campagnes, j'aimais déjà bien. J'avais peur que du coup on soit pas forcément dans le thème, parce que je savais qu'il était un peu plus dans des trucs qui faisaient un peu adaptation, un petit peu style jeu vidéo, tout ça. Et puis au final, en discutant, on s'est rendu compte que ça collait complètement, et puis que de toute façon, au-delà de ce qu'il avait pu faire précédemment, il y avait une véritable entente et un véritable feeling par rapport à ce projet-là. Donc il fallait qu'on travaille ensemble. De toute façon, c'était une évidence. Et oui, effectivement, j'apprécie énormément de voir Julien comme éditeur. Je dis pas ça pour lui envoyer des fleurs, hein, parce qu'en plus, je crois qu'il préfère la pizza aux fleurs, hein, comme moi. Mais c'est une réalité. Une campagne Kickstarter donc à partir du 2 octobre. Qui dit campagne de financement participatif, je le répète à chaque fois, hein, pour ceux qui découvriraient les financements participatifs, que ce soit Kickstarter, Ulule ou tous les autres, ça veut dire une campagne qui va se dérouler dans le temps avec des paliers et des stretch goals à débloquer, c'est-à-dire des bonus. Est-ce que c'est déjà prévu? Est-ce que vous avez des petites surprises? Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques secrets, mais pas tout? Alors oui, c'est déjà prévu, forcément dans le sens où et oui, il y aura des surprises. Oui, donc c'est déjà prévu dans le sens où les stretch goals, on va pas se mentir, on a prévu d'ajouter des véhicules et on a prévu d'ajouter des plateaux. Donc c'est pas des choses qui s'équilibrent à la dernière minute. C'est des véhicules qui ont déjà, pour ma part, été testés, des plateaux qui ont déjà été testés aussi. Simplement, on pouvait pas. À un moment, on est obligé de faire un choix quand on veut lancer un jeu. Au niveau des coûts de fabrication, on est obligé de s'arrêter à une certaine quantité de matériel, forcément. Sachant qu'en plus là, pour le jeu, on va avoir tous les véhicules seront des minifigs 32 mm. Donc on bosse avec un modélisateur 3D là. Il nous a envoyé des choses qui sont très 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 jolies. Je suis vraiment super content. Et forcément, ça implique un coût. C'est pour ça que le jeu de base proposera 8 véhicules. On va avoir un véhicule donc en Kickstarter exclusive, un plateau en Kickstarter exclusive aussi, et un standy. Ce que je peux éventuellement, parce que j'ai pas envie non plus de divulguer trop de choses. Non, il faut garder des choses secrètes, hein, c'est le propre des campagnes, je comprends complètement. Ce que je peux dire, c'est donner un indice sur le personnage Kickstarter exclusive qu'on aura. Ce sera un mec sur une moto, un peu type Harley Davidson, assez résistant, on va dire, avec une mâchoire bien carrée et un fusil à pompe. Et voilà. Pour ceux qui trouvent pas avec ça. Voilà. Et à la recherche d'une certaine
une certaine Sarah. Voilà. Je peux pas en dire plus. C'est déjà pas mal. Hein. C'est vraiment pour dire que je dis pas plus, quoi. Mais le personnage va être très fun à jouer. Et du coup, alors s'il y a quelque chose d'important que je voudrais dire par rapport à la campagne, nous, il a été décidé assez rapidement qu'on voudrait que tout ce qui soit élément de gameplay soit automatiquement en stretch goal. Je veux dire tout ce qui sera une fois le montant atteint, dans le sens où effectivement on va potentiellement proposer des add-ons, mais ce ne sera pas des add-ons liés au gameplay. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas proposer 4 véhicules en plus en add-on payant que pour ceux qui veulent. Tous les véhicules qu'il y aura, qui seront récupérables dans le jeu, ce sera du stretch goal. En gros, toutes les personnes qui vont backer le jeu auront toutes le même matos de jeu. Pour moi, c'était important. J'avais pas envie de livrer le jeu en kit et j'avais pas envie de faire des multiples versions, du jeu. Donc les add-ons qu'il y aura, ce sera des choses qui ne seront pas essentielles au gameplay, qui seront plus, je sais pas, un carnet d'auteur, un bonus ou des ajouts, quoi. Voilà, c'est ça, des choses pour les personnes qui aimeront vraiment l'univers et qui auront envie de compléter un petit peu le plaisir autour, quoi. Mais pour l'expérience de jeu elle-même, tout ce qui est plateau et véhicules, ce sera dans la boîte de base et ce sera, si c'est débloqué, c'est débloqué pour tout le monde. Du coup, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, et ceux qui écoutent ça les intéresse sûrement, est-ce qu'on a déjà un petit l'ordre de prix de la boîte de jeu de base pendant cette campagne? Oui, 50 €. On fait un pledge unique, donc ce sera 50 € pour de base donc 8 véhicules, un jeu jouable de 2 à 6 joueurs, 3 petits plateaux, 3 grands plateaux, 4 virages, une soixantaine de cartes. Et puis plein de petits matos, des cubes, des dés, des choses comme ça. Et surtout un univers qui nous paraît assez unique, assez novateur, et des heures de gameplay possibles, puisque, comme on le disait en début d'interview, des plateaux modulables qui font qu'on peut construire son circuit comme on veut. En plus, comme quand on joue jusqu'à 4, on joue 2 véhicules chacun. Il y a la possibilité de multiplier les parties en ne reprenant pas forcément les mêmes binômes de véhicules. En gros, vous allez pouvoir tous les essayer et voir avec quel véhicule vous vous sentez le plus à l'aise, avec quel groupe de véhicules vous faites le plus de carnage, etc. Quand on joue à 2, on peut rajouter 3 joueurs fantômes, en fait, que les joueurs vont s'amuser à déplacer chacun leur tour. Est-ce que les figurines pourront être peintes? Oui, l'idée c'était justement, on s'est posé la question à un moment, on s'est demandé est-ce qu'on faisait des figurines toutes de la même couleur, genre gris, enfin un truc classique, ou est-ce qu'on essayait de faire des teintes pour les figurines, genre le camion rouge par exemple, la Catmobile noire, ce genre de choses. Et on s'est dit que la plupart du temps, enfin en tout cas, il y a des joueurs qui ont envie de les peindre et que ce serait sans doute plus simple de les avoir toutes sur le même ton. Et pouvoir les personnaliser. Voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, si quelqu'un n'a pas envie de peindre sa Catmobile en noir et qu'il veut la peindre en orange ou en rose ou en mélange de couleurs, faites ce que vous voulez, amusez-vous, hein, y a pas d'obligation, quoi. Et effectivement, oui, il y aura des véhicules fantômes, qui seront des véhicules du jeu, en fait, qui ne sont pas joués, dans une partie à 2 pour augmenter le nombre de véhicules sur le plateau et pour que ce soit un gameplay un peu plus compétitif. Pour que ce soit une vraie course des fous du volant, quoi. C'est ça, pour que ce soit... Alors voilà, terme qu'on n'utilisera plus maintenant, à part pour expliquer à quoi ça fait un peu référence. Mais on l'emploiera entre nous et nos enfants pour leur expliquer, à notre époque, il y avait un super dessin animé. C'est ça exactement. Un dessin animé très fun qui a inspiré pas mal de gens. Et voilà. Merci beaucoup Phil Viscaro. Je rappelle que vous êtes l'auteur du jeu Hollywood Death Race, cette course super fun, une campagne sur Kickstarter qui débute le 2 octobre, qui dure jusqu'au 24, un jeu à 50 € avec de multiples possibilités, du fun, des voitures qui vous feront
obligatoirement penser à quelque chose que vous avez connu, qui réveillera en vous sûrement plein de souvenirs. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente campagne. On passe bonjour à Julien de Mangrove Game qui édite ce jeu. Et on se retrouve pour un prochain jeu. Merci beaucoup, Phil. Merci beaucoup, Xavier.